Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale de Présidentielle 360. Voici les titres. Un débat qui vire au pugilat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La première confrontation télévisée entre les deux finalistes de la présidentielle a donné lieu à de véritables passes d'armes. Le candidat d'En Marche a dominé la candidate FN sur les dossiers économiques. On en parle dans un instant. Au lendemain de ce débat, la campagne a repris ses droits. Marine Le Pen a été visée par des G2 à son arrivée en Bretagne. De son côté, Emmanuel Macron est à Albi, dans le Tarn. Là aussi, vous allez le voir, accueilli par des syndicalistes de la CGT. Reportage à suivre. Que retenir de cette campagne d'entre-deux tours, inédite à bien des égards? Quels enjeux à 3 jours du second tour? Les électeurs de la France insoumise vont-ils suivre les consignes d'abstention ou de vote blanc? Analyse et décryptage avec mes invités tout au long de cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission sur Twitter, le hashtag présidentielle 360. Dernières heures de campagne sur le terrain pour les finalistes de cette présidentielle. Ils seront tous les deux en meeting ce soir. Emmanuel Macron sur les terres de Jaurès à Albi. Marine Le Pen dans la Somme à Hennemain, un village de 200 habitants, choisi pour illustrer la France des oubliés. Ce matin, la candidate FN a été accueillie par des opposants en Bretagne qui lui ont jeté des œufs. Et l'accueil a également été musclé pour le leader d'En Marche, Stéphane Amalian. Marine Le Pen évite de justesse un œuf à son arrivée à Dole de Bretagne, sous les sifflets de militants antifascistes. En cet avant-dernier jour de campagne, la tension monte d'un cran. La candidate frontiste a lancé les hostilités hier en évoquant un prétendu compte offshore de son adversaire aux Bahamas. Les deux candidats se sont affrontés ce matin par médias interposés. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on va découvrir ou pas? Non, est-ce qu'on va découvrir des choses, peut-être trop tard, qui concernent Emmanuel Macron? Je n'ai jamais eu de compte dans quelque paradis fiscal que ce soit. Et donc, Madame Le Pen lance cela. Elle a derrière des troupes sur Internet qui sont en place. Organisé et prémédité? Oui, d'évidence, avec ses alliés que j'ai dénoncés depuis le début de cette campagne. Le candidat d'En Marche a décidé de porter plainte contre X pour propagation de fausses nouvelles destinées à influencer le scrutin. En déplacement dans une verrerie à Albi, Emmanuel Macron a pris le temps de parler aux ouvriers. Un bain de foule et un accueil plus chaleureux qu'à l'usine Whirlpool d'Amiens la semaine dernière. L'État fait 60 milliards d'économies. Moi, je vais faire des économies. C'est pour ça que je ne vais pas renouveler certains postes de fonctionnaires, que je vais faire des économies sur certains secteurs, parce qu'on en a besoin. Les deux candidats feront leur dernier meeting ce soir, en plein air à Albi pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen sera, elle, à Hennemain, en Picardie. Et le soutien de Barack Obama à Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du candidat d'En Marche. L'ancien président américain salue la campagne menée. On l'écoute. Je sais que vous faites face à de nombreux défis et je veux que tous mes amis en France sachent à quel point je veux votre réussite. Parce que cette élection est trop importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant. En marche. Vive la France. Le débat aura donc duré 2h30 et les échanges auront été particulièrement vifs entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, laissant peu de place au fond. Retour sur les temps forts avec Héloïse Grégoire. Un débat sans merci ni courtoisie et bienséance où tous les coups ont été permis. Et à 21h tapantes, les hostilités sont lancées. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande. Emmanuel Macron tente de jouer la carte de la sérénité, mais réplique avec véhémence. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Des échanges virulents et des attaques personnelles. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain, ne jouez que vous pas proposez, avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, je vois c'est triste. que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Très attendue sur sa sortie de l'euro, Marine Le Pen est en difficulté. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère
et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. L'usine Whirlpool, épisode emblématique de ce second tour, a été un des temps forts du débat. Pendant que vous faisiez, votre numéro avec les caméras, moi j'étais avec les représentants des salariés, parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Vous ont le hué, soir Monsieur même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Un peu plus de 16 millions de téléspectateurs ont regardé le débat, la plus petite audience d'un duel d'entre-deux tours. Et dans notre multiplex, on retrouve tout de suite Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. À vos côtés, le sénateur centriste Yves Pozzo di Borgo. Comment a-t-il vécu ce débat, Saveria? Bonjour Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Quel est votre sentiment justement au lendemain de ce débat? Bernard Accoyer tout à l'heure parlait d'un triste spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, c'est quand même un débat que les Français ont regardé. J'ai quand même été surpris, je suis obligé de le dire, que le niveau de Marine Le Pen, notamment lorsqu'elle parlait de l'euro, c'était pas le niveau d'une présidentielle. J'avais l'impression d'avoir une étudiante qui essayait d'expliquer un exercice qu'elle a mal compris. Vraiment. Et ça m'a choqué. Pour l'Europe, ça m'a choqué. Si vous voulez que son explication sur l'euro soit aussi confuse intellectuellement, et ça, c'était pas digne de la France. Alors vous me disiez que vous aviez également relevé des erreurs de la part d'Emmanuel Macron. Oui, bon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est encore jeune, il a quelques... Mais c'est vrai que au niveau économique, il est quand même beaucoup plus solide que Marine Le Pen, et ça m'a rassuré. Parce que d'abord, nous, le groupe l'UDI, enfin, au niveau du bureau politique, nous votons pour lui. Nous avons, dès le lendemain du premier tour, d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, parce qu'il y avait deux candidats. C'est comme chaque fois. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine, et on ne pouvait pas... Voilà, et donc, on vote pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ce débat a pu changer le vote, modifier le vote de certains indécis? Écoutez, sérieusement, on sentait une progression de Marine Le Pen. On va voir les prochains sondages. Mais son discours sur l'économie et surtout sur la monnaie européenne, sérieusement, c'est pas crédible. Et je vois mal, enfin, si vraiment, actuellement on la donne à 40, ou un peu moins de 40, ou un peu plus, sérieusement, s'il y a encore 40% de Français qui votent pour elle, ou si l'abstention est très forte, c'est quand même un problème. Parce que ça veut dire que la colère de la France est forte. Parce que son niveau sur la monnaie européenne, sérieusement, mais... Je ne comprends pas, sérieusement, qu'à ce niveau-là, elle puisse sortir... Vous pensez qu'elle a perdu des électeurs, elle a perdu des voix hier soir? Enfin, moi qui suis européen, franchement, quand je l'ai écouté, j'ai écouté sa thèse, c'est une thèse qui peut être crédible, mais sérieusement, sa confusion intellectuelle sur les deux monnaies, sur la monnaie européenne, sur l'euro, se rappelle, si vous voulez, de l'écu, c'est la thèse de Giscard, mais qui était au tout début, c'est lui qui a créé le SME, puis après il y a eu l'écu, puis après il y a eu le... Franchement, c'était une confusion intellectuelle qui n'est pas digne d'un candidat à la présidentielle. Et moi, j'ai tendance à penser que les gens sérieux ne peuvent pas cautionner ce discours-là, ne peuvent pas cautionner cette faiblesse intellectuelle sur un sujet aussi majeur. Et vous me disiez, Emmanuel Macron, lui, était plutôt approximatif sur le fonds souverain. Non, c'est-à-dire, un des problèmes que l'on a depuis toujours, c'est qu'en France, il nous manque un très grand fonds souverain, un peu comme en Norvège, un peu comme en Arabie Saoudite, dans beaucoup de grands pays, des fonds souverains qui protègent les fonds de pension, qui offrent des sortes de fonds de pension. Nous, on a refusé de faire des fonds de pension. Balladur l'avait fait. Jospin l'a supprimé, et c'est vrai que faire des fonds de pension, c'est en fait créer des fonds souverains qui nous protègent. Alors, lorsqu'il y a eu la question de Marine Le Pen qui manifestement mélangeait un peu tout, la réponse de Macron était de dire oui, nous avons un fonds souverain, les BPI. Le BPI, c'est pour interne, c'est pas un fonds souverain. On a besoin d'un grand fonds souverain qu'on n'a pas en France parce qu'on a trop dépensé et qu'on n'a pas eu le courage de le faire. C'est pour ça que j'ai trouvé là-dessus un peu flou. Enfin bon, mais il est plus compétent que moi. Moi, je ne suis que simple parlementaire. Lui, il a été ministre d'économie, donc il maîtrise mieux que moi. Mais ça m'a quand même surpris. Quelques mots maintenant sur les législatives. Pour certains à droite, on les a entendus cette semaine. Je pense à Christian Estrosi, à Xavier Bertrand. La droite doit pouvoir gouverner avec Emmanuel Macron. Est-ce que les centristes doivent également, vous les appeler à faire partie de la future majorité présidentielle? Il ne faut pas préjuger le vote des Français. Il y a d'abord le deuxième tour, qui est dimanche. Donc nous votons Macron et la plupart d'ailleurs des partis démocratiques votent Macron, appellent à voter Macron. Après, vous avez des élections législatives. Un premier tour et un deuxième tour.
deux thèses, et tout simple. Soit Emmanuel Macron, qui sera très certainement, je pense, le président élu, mais enfin, attendons quand même le 7 mai au soir, est élu président de la République, et dans ces cas-là, il arrive entre le premier et le deuxième tour à obtenir une majorité de ses candidats en marche, puisqu'il refuse tous les autres, et dans ces cas-là, pendant 5 ans, il dirigera le pays avec ses candidats. Soit il n'arrive pas à avoir de majorité, et c'est vrai que là, on rentrera dans un processus, je pense, de recomposition. Un processus de recomposition. Une grande coalition. Un petit peu comme en 58, en novembre 58, quand le général de Gaulle est arrivé. La première Assemblée nationale de la Ve République était en 58, où de Gaulle n'a pas eu de majorité de novembre 58 à 62. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir une recomposition politique avec une coupure peut-être des Républicains, je ne sais pas, une coupure du Parti Socialiste, les UDI, MoDem, et puis les En Marche. Merci beaucoup. Merci, Photo Di Borgo, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Très bien, merci. Au revoir. Merci beaucoup, Saveria, pour cette réaction en direct. Et comment ce débat a-t-il été vécu par les électeurs de gauche, amonistes et mélenchonistes qui pourraient être tentés par l'abstention ou le vote blanc? Nelson Géten s'est rendu à la Bellevilloise à Paris. Son reportage. J'ai beaucoup de choses contre Le Pen, donc je vote Macron tout simplement. Des électeurs de gauche et quelques macronistes hier à la Bellevilloise à Paris. 300 personnes s'étaient réunies pour regarder le débat sur grand écran. Dans une atmosphère festive, les spectateurs ont été surpris par la brutalité de la confrontation. Ça tape dur. Ça tape dur. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir une agressivité aussi forte. Et puis, on ne rentre pas vraiment dans les sujets. Là, vous le voyez, ça part encore en punchline et tout. Plus de fond, moins de petites phrases et plus de fond. Là, ça en manque, je trouve. Déçu par le fond du débat, le public avait réservé quelques sifflets pour Marine Le Pen et des applaudissements pour Emmanuel Macron. Certains indécis ont même été étonnés par la performance du candidat d'En Marche. Macron, j'ai toujours trouvé très mauvais, je suis désolé, mais très mauvais en meeting, mauvais en interview, ectoplasmique même, inexistant, voix mal placée, corps pas présent. Et là, curieusement, il m'a surpris, j'ai trouvé très à l'aise. Je ne suis pas extrêmement enthousiaste à l'idée de voter pour Emmanuel Macron et pour autant, je pense que face à Marine Le Pen, il n'y a juste aucune question à se poser et il faut y aller. Et il faut même espérer qu'on ait la liberté de construire 5 années avec lui et je pense que c'est possible. Et je pense qu'il l'a prouvé aussi ce soir. À en croire le public de la Bellevilloise, le débat d'hier soir pourrait donc s'avérer décisif pour dimanche. Vous avez indiqué... Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël, journaliste politique à Public Sénat. Quelle impression, Mickaël, vous a laissé ce débat? Un goût amer, très sincèrement, même avoir un sentiment de malaise. C'était, je reprendrai les mots de Pierre qu'on vient de voir dans le reportage, ça tape dur. Effectivement, pendant toute la soirée, ça a tapé très dur. En 2002, Jacques Chirac, il avait refusé le débat par crainte, je cite, de banalisation, de la haine et de l'intolérance du Front National. Alors, est-ce qu'il fallait débattre ? Sincèrement, oui, parce que vu aujourd'hui la place qu'occupe le Front National et vu les scores que fait le Front National aujourd'hui, ça serait méconnaître et ne pas écouter la colère des Français. Simplement, est-ce que ça va donner un avant-goût de ce qui va se passer dans la vie politique française à partir de dimanche prochain ? Là, ça serait quand même dangereux pour la démocratie française et ça peut laisser un goût amer aussi pour les citoyens. Et très sincèrement, pour le débat démocratique, il en a pris un coup hier soir. Oui. Est-ce qu'il y a quand même un vainqueur et un vaincu dans ce débat ? Oui, on va dire Emmanuel Macron au vu de la violence de la charge contre lui. Et pas forcément parce qu'il a réussi l'étape hier soir du débat. Mais il est passé pour le vainqueur par rapport à une Marine Le Pen, parce qu'il a réussi tout simplement à marquer des points sur l'économie, à marquer des points sur l'Europe. Alors oui, il l'a pris en défaut. Un vainqueur, mais un vainqueur extrêmement abîmé. Il a peut-être, lui, réussi à endosser le costume, mais la méthode de pilonnage de Marine Le Pen, intensif, elle va forcément laisser des traces pour Emmanuel Macron. Peu importe presque la véracité des faits, notamment quand elle a parlé de la vente des CFR, de son soutien à l'UOIF, l'impression de la vérité, finalement, n'était pas la principale préoccupation de Marine Le Pen hier soir. Et le but, c'était tout simplement d'affaiblir, d'isoler, de fragiliser l'adversaire, pas pour le battre, forcément, simplement pour paraître, en quelque sorte, comme la principale opposante pour demain. C'est comme si
quelque part, elle avait acté cette forme de défaite et elle veut occuper cet espace, et notamment c'est très clair vis-à-vis de la droite. Ça va laisser des traces encore aujourd'hui, on l'a vu lors des déplacements d'Emmanuel Macron, il est obligé sur le terrain à Albi de désamorcer chaque élément, notamment sur la taxation financière auprès des salariés. Non, c'est sans un mensonge. Encore une fois, il est obligé à chaque fois de convaincre, désamorcer, et quelque part ça le fragilise énormément. Ouais. À 3 jours du second tour, la campagne est aussi déborde sur le terrain judiciaire, Mickaël. Oui, on a entendu aujourd'hui, dans le débat hier soir et aujourd'hui Emmanuel Macron, Marine Le Pen hier soir qui le dit pendant le débat, et vous auriez un compte offshore aux Bahamas. C'est passé presque inaperçu. Et puis ce matin, on apprend qu'une série de tweets hier soir en provenance des États-Unis, relayés par la Russie, vous voyez, ça commence à sentir un petit peu pas très bon de ce côté-là. Et évidemment, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il saisit la justice, il porte plainte, le parquet de Paris ouvre une enquête. Là, encore une fois, obligé de désamorcer. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il y avait eu des rumeurs sur sa vie privée. Il l'avait pris un peu par l'humour. Là, cette fois, c'est du sérieux. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette analyse. On revient à présent sur les erreurs et les intox du débat d'hier avec vous. Tam Tranui, bonsoir. Ces intox, si on peut dire, il y en a eu surtout du côté de chez Marine Le Pen. Et oui, on en a beaucoup parlé. Ça a été un festival d'erreurs du côté de Marine Le Pen et ça a été largement commenté depuis hier soir. Alors, parmi la grosse vingtaine d'erreurs qui ont été commises, je vais mettre l'accent sur celle qui concerne l'Europe et la sortie de l'euro. C'est l'un des marqueurs du programme du Front National. Et là, il y a effectivement eu une scène d'anthologie. On la regarde tout de suite. Mais à quoi servira l'euro? C'est une moriconnune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Alors, ça a existé, car avant... Mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà. Et avant lui, c'était l'écu. Donc les grandes entreprises, elles payaient en euros, en écu avant. Oui, de 93 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Non, vous le savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME. Et honnêtement, de 93 à 2002, c'était plutôt performant. Là, Marine Le Pen mélange tout, Tam. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu les choses dans l'ordre. Le SME dont elle parle, le système monétaire européen, il a eu cours de 1979 aux années 90. C'est un système de coopération européenne en matière de taux de change. L'objectif, c'est de stabiliser les monnaies européennes, à l'époque le franc, la lire ou encore le mark. Et pour cela, on encadre leurs fluctuations autour d'une monnaie virtuelle. L'écu, les devises nationales ne doivent pas trop s'en écarter. Et en clair, l'écu ne constitue en rien à l'époque une monnaie commune, c'est juste un outil virtuel, une unité de compte. On peut effectivement compter en écu, mais en aucun cas les entreprises ne peuvent payer en écu. Ce n'est pas la seule erreur de Marine Le Pen, notamment sur l'Europe. Elle a aussi dit que l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis le Brexit. Oui, sauf que le Brexit, effectivement, il n'a pas encore eu lieu, il n'a pas commencé. L'article 50 qui enclenche les négociations pour sortir dans 2 ans n'a été activé que le 29 mars dernier. Et d'ailleurs, on commence à voir un petit peu l'inquiétude des Britanniques qui commence à impacter la croissance britannique. Et notez d'ailleurs que l'Union européenne, déjà, est en train de réclamer au Royaume-Uni de régler la facture. On parle de 60 à 100 milliards d'euros. Il va y avoir de très longues négociations pour savoir quelle sera cette somme, mais elle sera conséquente et nécessairement, elle impactera l'économie britannique. Il y a aussi eu cette déclaration. Votre Union européenne, je cite, c'est 9 milliards d'euros par an pour la France. Et oui, et là, on va regarder, on va faire un petit peu de maths. Si on regarde les chiffres du Parlement européen 2015, la France a versé 19,1 milliards d'euros au budget de l'Union européenne, mais elle a perçu 14,47 milliards, ce qui veut dire que ça lui a coûté 4,63 milliards. J'ajoute les droits de douane, les cotisations sur le sucre qui sont directement versées à l'Union européenne, 1,6 milliard. Et au total, on arrive à un peu plus de 6 milliards d'euros. C'est d'ailleurs la somme qu'a dite hier Emmanuel Macron. Et enfin, cette phrase, l'épargne des Français est en danger à cause de la loi sur l'union bancaire. Et là, d'ailleurs, on en avait déjà parlé sur ce plateau, puisque cette phrase, c'est également celle qu'avait dite Jacques Cheminade. Alors, la loi sur l'union bancaire qui reprend une directive européenne de 2015, elle prévoit bien la possibilité de ponctionner les dépôts des clients. Mais ils ne sont que le 3e recours, après les créanciers, après les actionnaires. Et puis, les dépôts jusqu'à 100 000 euros sont tout de même garantis, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est plutôt une avancée pour ces épargnants. Et enfin, je rappelle qu'en cas de faillite des banques, auparavant, c'était l'État qui devait renflouer les banques, c'est-à-dire
tous les contribuables. Emmanuel Macron n'a donc commis aucune erreur lors de ce débat, selon vous? Peu en économie, dont il est spécialiste, mais tout de même, sur le chômage, il y a eu des exagérations. Par exemple, lorsqu'il dit « Nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir endigué le chômage de masse », quand il dit ça, il oublie que l'Espagne est tout de même à 18%, l'Italie à 11,5%, que la moyenne de la zone euro est quand même à 9,5% et que la France n'est qu'à 10%. En revanche, il a raison, quand un peu plus tard, il dit qu'il y avait plus de chômeurs dans les années 90. Il fait référence à 1994 où le taux était à 10,4% si on prend les chômeurs de catégorie A. En revanche, si vous élargissez aux chômeurs de faible activité, aujourd'hui, il y en a quand même plus. D'autres erreurs d'Emmanuel Macron, selon vous, Tam? Par exemple, lorsqu'il dit qu'il veut revenir sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de 2 ans, il n'y a pas d'exécution de peine et qu'il attribue d'ailleurs cette loi à Christiane Taubira. Déjà, il ne faut pas confondre exécution de peine et aménagement de peine. Ensuite, auparavant, il est vrai qu'on ne pouvait aménager que les peines de prison ferme de moins d'1 an, mais le seuil a été remonté à 2, non pas par la loi Taubira, mais bien par la loi Dati de 2009, c'est-à-dire sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Christiane Taubira n'y est pour rien. Mais là, avouons que quand même, Emmanuel Macron comme Marine Le Pen ont commis l'erreur en attribuant cette mesure à l'ancienne garde des Sceaux de François Hollande. Merci beaucoup Tam pour ces informations. Et dans cette campagne d'entre-deux tours, les 2 candidats se sont adressés aux indécis. Ils seront une des clés du scrutin dimanche. Parmi eux, les primo-votants, ces jeunes qui ont voté pour la première fois. Cécile Cixous et Géraldine Bavoilo sont allés à leur rencontre à Rennes. Et vous allez le voir, ils hésitent encore pour le second tour. Reportage. Ils ont entre 18 et 25 ans, ils sont étudiants ici à Rennes. Ils ont voté pour la première fois le 23 avril dernier. Comment ceux que l'on appelle les primo-votants vivent-ils les résultats du premier tour? Que vont-ils faire au second tour? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur demander. Campus de Rennes, l'université en sciences sociales accueille 23 000 étudiants. T'entends souvent dans la bouche des électeurs du FN, c'est qu'ils vont dire on a essayé la droite, on a essayé la gauche, aujourd'hui on va essayer le FN. En pleine discussion politique, on n'a pas essayé ça. Nous retrouvons Cindy, Chloé, Mathilde et Marie, 4 étudiantes en histoire. Entre abstention, vote blanc ou vote Macron, pour le second tour, leurs avis divergent. Elles supportent mal, en tout cas, les discours culpabilisants. Honnêtement, aujourd'hui, si Marine Le Pen est au second tour, c'est à cause des 21% de personnes qui l'ont menée là. C'est pas à cause des gens qui ont voté Hamon, qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Fillon. Non, c'est à cause des gens qui ont voté Marine Le Pen, carrément. Donc il faut arrêter de culpabiliser les gens. On a un droit de vote et on doit l'exercer en tant que tel. On ne doit pas juste le faire pour faire barrage à quelqu'un. Nous avons aussi rencontré Ninon, 22 ans. Au premier tour, elle a voté pour Philippe Poutou. Mais au second tour, elle a décidé de rester chez elle. Impossible de voter Marine Le Pen. Impossible aussi de voter pour Emmanuel Macron, à qui elle attribue la loi travail, contre laquelle elle s'est engagée. Je ne vais pas aller voter pour quelqu'un que je déteste, mais que je considère avoir gâché la vie de milliers et de milliers de gens pour faire barrage à quelqu'un de despotique comme Marine Le Pen. Enfin, c'est un non-sens en fait. On nous vante le synchro-saint vote comme l'arme démocratique, etc. Mais déjà, même la notion de vote utile, en fait, ça rentre en contradiction avec ces idéaux-là. Loukian aussi a manifesté contre la loi travail, mais votera quand même Emmanuel Macron. Bonjour Loukian, vous avez 20 ans, vous avez voté Benoît Hamon au premier tour et au second tour vous avez fait un choix. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Pour un étudiant qui s'est opposé à la loi travail comme moi l'année dernière et qui se retrouve à voter pour Emmanuel Macron, le choix il peut paraître illogique. Rappelons-nous de 2002, le choix il était évident. Alors aujourd'hui il n'y a plus l'effet de surprise qui est celui de 2002. Il y a une banalisation des idées du FN et aussi simplement du fait que le FN fasse des très hauts scores, mais le danger il est toujours là. Autre parcours, autre préoccupation, nous nous sommes rendus dans un centre de formation pour les moins de 26 ans. Ici, les jeunes participent à un programme d'insertion vers l'emploi. Le 23 avril, ils pouvaient voter pour la première fois, mais la plupart ne l'ont pas fait. J'ai pas fait, parce que je suis pas née en France, je suis née à La Réunion et je savais pas si je pouvais aussi voter ici, donc j'ai pas fait. Moi personnellement, non, j'ai pas voté. Enfin, je me suis pas inscrite en fait. Personnellement, j'ai pas voté parce que j'avais autre chose de prévu. C'est tout. Et ça vous intéresse pas en fait? Pour moi, il n'y a aucun politicien qui est correct. Ouais,
Donc entre Macron et Le Pen, autant voter Macron pour pas voir Le Pen président. Jimmy, lui, a voté Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, il ira voter blanc. Vous aviez imaginé ne pas voter comme la plupart de vos Jamais collègues? de la vie. Jamais de la vie. Je préférais mourir dans l'instant plutôt que pas voter. Quelqu'un qui n'a pas voté parce que bon, j'avais mieux à faire ce jour-là. T'avais mieux à faire ce jour-là, tu rigoles. Personne n'a mieux à faire ce jour-là que voter. C'est ce que je pense. On peut le faire par procuration. Moi, je pourrais pas voter au second tour. Ma mère le fera à ma place. Tout le monde peut voter. On fait partie de l'histoire qu'on va voter. C'est un simple bout de papier qu'on met dans l'urne, mais je pense qu'on fait partie de l'histoire. Ouais. Faire partie de l'histoire, mais aussi décider de l'avenir. Jimmy a un fils de 4 ans et c'est pour lui qu'il se rend aux urnes dimanche prochain. Et à 3 jours du second tour, quels enjeux dans cette campagne? On va revenir sur le débat, bien entendu, mais aussi sur les stratégies développées par les 2 finalistes à cette présidentielle. Dans notre débat, c'est tout de suite. Et mes invités sur ce plateau, Christelle Craplet, bonsoir. Vous êtes directrice de clientèle chez l'Institut de sondage BVA Opinion. Merci d'être avec nous. J'accueille également Laurent Bouvet, bonsoir, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Sur ce plateau également, Ziad Gebran, bonsoir. Vous êtes directeur conseil de l'agence de communication Little Wing, auteur du livre « Moi, président des couacs ». Nicolas Lebourg est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste des droites extrêmes, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jérémy Magny est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Netino. C'est une société spécialisée dans la modération et l'analyse des commentaires sur Internet. Christelle Craplet, on vient de le voir, ce débat a été intense, mais pour quelles conséquences? On sait que jusque-là, les précédentes confrontations télévisées n'avaient pas vraiment influencé le résultat dans les urnes. Oui, effectivement, traditionnellement, ça a assez peu d'importance et assez peu d'effet, surtout sur les sondages. Là, notre dernière mesure créditait Emmanuel Macron de 60% des intentions de vote. Peut-être que compte tenu de la spécificité de ce débat et du fait que ça a pris quand même une tournure assez agressive, assez violente, ça peut avoir un effet. L'avenir nous le dira. Ouais. Laurent Bouvet, on se demandait si Emmanuel Macron allait tenir le choc face à Marine Le Pen, face à une candidate réputée difficile dans les débats. Finalement, c'est lui qui a pris l'avantage hier soir? Oui, il y a eu effectivement une surprise de ce point de vue-là, je pense, chez l'ensemble des téléspectateurs, puisqu'on n'avait jamais vu Emmanuel Macron dans une confrontation avec un tel enjeu. Cela dit, on n'avait pas vu non plus Marine Le Pen dans cette situation. Donc c'était pour les deux quelque chose d'inédit. Et on a vu effectivement une Marine Le Pen qui avait à attaquer. Je crois que ça a été ça dès le début. Elle a commencé en attaquant extrêmement fort parce que elle est dans les sondages à 20 points d'Emmanuel Macron. Donc c'est à elle d'attaquer. Et le fait qu'elle attaque et qu'en face elle se retrouve face à une défense effectivement très calme, avec quelqu'un qui est sur les questions économiques extrêmement compétent, qui n'a pas besoin de ses fiches. Je crois que cette différence de style dans la manière de parler à partir de ces dossiers, on avait cette pile de dossiers devant Marine Le Pen et avec un Emmanuel Macron qui devait avoir 2-3 fiches simplement qu'il a à peine consultées, a marqué tout de suite une différence. Après, sur d'autres enjeux, il a été un petit peu moins à l'aise, plus en retrait. On a vu au milieu du débat sur les questions régaliennes, où là, elle a poussé très fort, où lui était sur de la politique publique. Elle était sur vraiment de l'incarnation au sens la plus virulente, sur un domaine qui la caractérise et qui caractérise son parti, son mouvement politique. Et puis à la fin, on a vu qu'elle tenait presque plus la distance, comme si elle avait lâché prise, et elle était dans une forme elle rigolait de manière un petit peu moqueuse. C'était pas du tout présidentiel, alors qu'on a vu un Emmanuel Macron qui a terminé en plaçant ses dernières interventions à un niveau de présidentiabilité, si on veut, bien plus élevé. Je crois que c'est ça, pour moi en tout cas, les 3 moments un petit peu du débat. Ziad Gebran, vous êtes d'accord? C'est vrai qu'un des enjeux aussi de ce débat, c'est de montrer cet aspect de présidentialité des candidats. Et là, Emmanuel Macron a marqué des points face à Marine Le Pen sur cet aspect? Oui, complètement, parce qu'on peut s'imaginer à la place d'Emmanuel Macron avoir autant d'insultes, d'accusations, etc., que Marine Le Pen a proféré à son encontre. Il aurait pu justement sortir de ses gonds. Et on sentait que Marine Le Pen attendait justement ce moment-là, puisqu'elle a, à chaque fois qu'il s'énervait un petit peu, ou en tout cas qu'il avait un ton qui montait,
Il disait calmez-vous, calmez-vous, vous êtes trop nerveux. Donc on sentait qu'elle avait préparé cette phrase-là pour justement le mettre en défaut sur cette présidentialisation de son personnage, parce qu'effectivement c'est entre guillemets un nouveau venu d'un politique. Donc il avait besoin de ce débat pour montrer qu'il était à l'aise à la fois sur ses dossiers et puis en même temps maîtrise de son attitude. Ouais. Nicolas Lebourg, ce débat a été souvent jugé indigne. Marine Le Pen porte certainement la responsabilité de ce débat qui a tourné en véritable pugilat, ça a été rappelé. Est-ce que c'est aussi le véritable visage de l'extrême droite française qu'on a pu voir hier, selon vous? Il y a deux aspects différents dans votre question. Est-ce que Marine Le Pen et le Front National demeurent un parti d'extrême droite? C'est une question qu'on pose régulièrement. Oui, l'extrême droite, c'est pas une injure. Dans notre vie politique, ça existe depuis le 19e siècle, comme formule, début 19e. Ça correspond idéologiquement. On lit les livres de Marine Le Pen, on lit des choses qu'on lisait déjà au 19e siècle dans ces courants-là. Donc ça, il n'y a pas de souci sur cette question-là. Ce qu'on a vu hier, c'est une tradition de l'extrême droite française. Le problème, par-delà, c'est que Marine Le Pen, ça fait 1 an et même plus, depuis les régionales, qu'elle sait qu'elle a des mauvais reports de voix depuis la droite, qu'elle sait qu'elle a des mauvais votes sur les CSP+, qu'elle sait qu'elle pénètre mal sur le segment des retraités, et c'était tout cela qu'elle allait chercher. Elle n'y est pas arrivée dans la campagne. Le soir du premier tour, les stats que l'on a là nous montrent que sur les retraités, que sur les CSP+, elle n'a pas progressé. On a eu ce méli-mélo sur l'euro, la monnaie commune, qui était censé les rassurer, et on arrive au débat d'hier. Si le débat d'hier lui a permis de mieux pénétrer les CSP+, et les retraités, j'en serais extrêmement étonné pour ma part. Jérémy Magny, comment ça a été vécu par les internautes? Est-ce qu'il y a un verdict? On parlait d'un gagnant, d'un perdant. Qu'est-ce qui ressort de votre analyse? Ce qui ressort de façon très classique, c'est le fameux biais de confirmation. C'est-à-dire que si vous aviez l'intention de voter Marine Le Pen, c'est pas ce débat qui va forcément changer les choses. En tout cas, dit autrement, on est tous très nombreux à dire que Emmanuel Macron aurait gagné ce débat-là. Je peux vous assurer qu'il y a énormément de militants ou sympathisants Front National qui considèrent que c'est Marine Le Pen qui a gagné, sans trop donner d'arguments d'ailleurs, mais qui le considèrent. Néanmoins, une fois que ceci a été dit, on constate quand même qu'il y a un certain nombre, difficile à chiffrer, de sympathisants, de militants Front National dont le doute est permis maintenant, en tout cas qui ont considéré qu'elle avait raté son débat, beaucoup plus que dans l'autre sens. Je n'ai pas lu, j'ai lu des milliers de commentaires depuis hier soir, mais je n'ai pas lu de militants pro-Macron dire qu'il avait raté son débat. Ça doit être, probablement qu'il y en a, mais rarissime. Alors qu'on va voir, y compris sur des forums tels que Discord, c'est-à-dire les forums... Ou la Taverne des Patriotes aussi, qui, voilà, est un forum, qui est sur Discord, c'est-à-dire les militants, les vrais hardcore militants Front National qui vont militer sur les réseaux sociaux de façon très organisée, y compris ceux-là. Pour une partie en tout cas, on dit dès le débat qu'elle avait été nulle, je cite, qu'on se moquait d'elle sur les réseaux sociaux, on appelait on regrettait l'époque de Jean-Marie Le Pen qui, lui, dans les débats, aurait probablement, je cite à nouveau, gagné ce débat et aurait été meilleur, voire que M. Philippot, qui est censé apparemment être un meilleur débatteur, selon eux, à nouveau, que Marine Le Pen. Donc il y a quand même ce regret chez certains. Donc au final, oui, probablement Emmanuel Macron qui gagne ce débat. Tout à fait certain que beaucoup de militants de Marine Le Pen gardent la tête haute et disent que c'est elle qui a gagné, mais on sent quand même que c'est un peu plus friable. Alors on va continuer ce débat, mais un des angles d'attaque choisis par la candidate frontiste, c'était l'héritage d'Emmanuel Macron, l'héritage de François Hollande. Je vous propose de réécouter son intervention. Monsieur le ministre de l'économie, dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. C'est votre vision donc du marché du travail, madame Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter M. Hollande de vos recettes? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays, mais vous ne proposez rien.
Christelle Crapelé, on a vu que cet argument de l'héritage a difficilement pris hier. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'en fait, elle l'a répété à l'envi et au bout d'un moment, on avait le sentiment que c'était son seul argument. D'ailleurs, il lui faisait remarquer, mais développez votre projet. Elle disait, mais vous êtes socialiste, vous êtes l'héritage de Hollande. C'est un peu court. Alors ça s'adressait probablement aux électeurs de François Fillon pour montrer que finalement, il valait mieux pas qu'ils portent leur suffrage sur Emmanuel Macron, mais probablement que c'était un peu court et que même ces derniers peuvent au contraire avoir été un peu déroutés par ses limites ou ses imprécisions sur son programme économique. Et finalement, l'objectif qui était de séduire cette partie-là de l'électorat, il n'est pas sûr qu'il ait été rempli hier soir. Laurent Bouvet, comme Sarkozy l'avait fait en 2007, Emmanuel Macron a finalement réussi à incarner une certaine alternance, la rupture avec une période qu'il avait en partie lui aussi écrite. Oui, à laquelle il a participé. Il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée auprès de François Hollande dans la première partie du quinquennat, puis évidemment ministre de l'économie dans la seconde. Elle lui rappelle, mais il faut bien voir que ça s'inscrit dans un contexte où les socialistes eux-mêmes et très largement la gauche ont expliqué pendant des mois de campagne que Macron n'était pas de gauche, que c'était pas un socialiste, qu'il n'était pas, etc. Alors comme il n'y a pas eu de débat sur le bilan, puisque personne dans cette campagne n'a assumé évidemment le bilan de François Hollande, pas plus Macron que Benoît Hamon évidemment, donc du coup il n'a pas eu à défendre le bilan, à être en avant. Il a dit, moi je suis parti quand je n'étais plus d'accord. Donc il a rompu, comme tous les gens qui ont participé peu ou prou au gouvernement, eux aussi, ont dit mais il n'est pas de gauche, il n'est pas socialiste, c'est pas un vrai, etc. Il n'a pas cette difficulté. Donc là, Marine Le Pen, effectivement, elle doit revenir de très loin pour expliquer que c'est l'héritier. Donc on a un contexte qui explique ça. Et puis, ça a très bien été dit, elle l'a répété ad nauseam. Elle a été sur... En fait, quand on regarde bien ce débat, elle a été sur un tout petit stock d'arguments qui étaient des arguments extrêmement agressifs. Elle devait conquérir des parts de marché supplémentaires, si on veut parler de cette manière. Elle était sur un tout petit stock d'arguments, et derrière, elle n'avait pas beaucoup de biscuits. On s'est aperçu qu'elle était peut-être un petit peu juste aussi sur un certain nombre de dossiers. Peut-être que Florian Philippot, dont on parlait tout à l'heure, a dit « elle prépare ce débat depuis 20 ans ». Finalement, voilà, c'est un peu embêtant quand même. Ziad Gebran, on voit que ce qui a compté pour elle, c'est le fait aussi de se faire l'écho de la colère, de l'angoisse, de ceux qu'elle veut séduire, mais ça n'a pas suffi pour persuader les téléspectateurs hier. Non, et puis c'est vrai qu'on a vu que l'épisode de Whirlpool à Amiens a quand même cristallisé cette campagne de l'entre-deux tours. On a vu que c'était vraiment un marqueur hier, elle en a répété, elle a utilisé ça comme argument, et on voit que ça n'a pas forcément pris, parce qu'Emmanuel Macron justement a fait cette campagne, comme le disait Laurent Bouvet, dès le début, sur le fait qu'il n'était pas comptable du bilan. En revanche, elle a peut-être associé Emmanuel Macron à François Hollande pour s'adresser aux électeurs de François Fillon, mais aussi aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui reprochent à Emmanuel Macron justement d'être comptable d'une certaine politique social-libérale, d'avoir justement soutenu la loi El Khomri, qu'elle appelle, elle, loi Macron. Donc on voit qu'effectivement, elle a essayé de jouer sur les deux électorats. Elle avait aussi publié une vidéo il n'y a pas si longtemps où elle s'adressait directement à la France Insoumise. Donc on voit qu'elle essaye de jouer sur les deux électorats un petit peu friables, où les reports de voix ne sont pas forcément certains pour Emmanuel Macron, pour justement maximiser ses chances de gagner l'élection dimanche prochain. On va parler de la question des électeurs de la France Insoumise dans un instant. Nicolas Lebourg, on voit que c'est aussi une stratégie du mensonge qui est clairement développée par Marine Le Pen. Elle a été mise à l'épreuve rudement hier aussi face à toutes ces informations erronées qui ont été démenties au fil de ce débat par Emmanuel Macron. Alors le problème de l'extrême droite française, c'est qu'elle passe sa vie à citer un théoricien communiste italien, parce que ça fait très joli, qui s'appelle Antonio Gramsci, en disant il faut faire la bataille culturelle. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas lu Gramsci, qu'ils l'ont pas compris. Ils le citent, c'est différent. L'idée de Gramsci, c'est que certes, il faut se battre sur les idées, sur les représentations, mais avec l'idée qu'il faut créer un bloc d'alliance entre des groupes sociaux. Or ça, ils l'ont pas du tout saisi. Et le problème, c'est que les punchlines qu'utilise Marine Le Pen, on dit au Front National toujours on fait de la bataille culturelle en faisant ça, mais elles ne construisent pas une alliance entre des groupes sociaux. Il n'y a pas hier dans les punchlines qu'elle utilise ou dans les fake news qu'elle utilise quelque chose qui construise une offre politique sérieusement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème, Marine Le Pen a cru qu'elle avait eu la pierre philosophale avec Florian Philippot, qu'elle allait crédibiliser le parti et pouvoir en faire vraiment une offre politique. Or, le problème, c'est que l'offre politique économique du Front National devient aujourd'hui un de ses pires boulets. Quand on regarde Marine Le Pen aux élections présidentielles, chez les plus diplômés, elle fait moins que faisait son père, elle faisait moins que faisait Jean-Marie Le Pen en 1988 chez les plus diplômés, qui ne trouvent pas ce programme crédible. Donc ça fait qu'elle alterne effectivement des choses, des commentaires sur les banquiers, des fake news, etc. Et qu'en fait, ça trouble un petit peu ce message d'un Front National professionnalisé, hélas, pour elle.
Jérémy Magny, Nicolas Lebourg évoquait cette question des fake news. On peut voir une certaine similitude avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump. Il a aussi, dans le débat face à Hillary Clinton, beaucoup employé cette stratégie du mensonge. Et là, eh bien, ça avait fonctionné aux États-Unis. Oui, mais peut-être qu'il était préparé cette fois-ci. C'était plus un effet de surprise. Donc c'était vraiment une campagne très axée réseaux sociaux, au sens où toutes ces punchlines qu'on a évoquées, on les a déjà lues 1000 fois sur les réseaux sociaux depuis des semaines, voire des mois. Donc je pense qu'Emmanuel Macron et son équipe ont eu largement le temps de se préparer à ça. Et il n'est pas tombé dans le piège d'essayer de relever les choses. Il a plutôt pris de la hauteur. D'ailleurs, il y a un tweet qui a très très bien marché hier, qui dit grosso modo Monsieur Macron, c'est votre faute si Dumbledore est mort à la fin d'Harry Potter, vous étiez ministre à cette époque-là. Et donc lui, il le prenait à chaque fois avec l'humour en disant je ne suis pas responsable de tout, madame, j'ai été ministre certes, mais pas de tout. Donc voilà, il rentrait par un peu l'ironie et l'humour pour contrer ces punchlines-là. Bon, voilà, du coup, ça n'a pas pris. Elle a agressé d'emblée, mais ça n'a pas pris. Et comme elle est restée sur la même stratégie, comme un boxeur qui essaye de coincer dans les cordes son adversaire, sauf qu'il n'y allait pas dans les cordes. Justement, je vous propose de réécouter une des interventions de Marine Le Pen. Elle évoque Angela Merkel cette fois. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Alors, elle est là la réalité, mais bien évidemment que oui. Ces formules qui sont ridicules. Elle est là la réalité. Heureusement, notre pays a eu des dirigeants visionnaires. Calmez-vous, laissez-moi terminer. Je suis très calme, Madame Le Pen. C'est vous qui m'avez interrompu. Non, mais non, c'est moi qui parlais. Il y a eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Ils voulaient pas. À une autre époque. Ils ne voulaient pas cette Europe-là. Ouais, ces punchlines n'ont pas fonctionné tout au long de cette émission, Christelle Craplet. Oui, effectivement, il y a eu peut-être un problème de conviction et surtout quand même les Français attendaient un peu des détails sur les propositions politiques. C'est quand même souvent l'objet de ces débats et là, ça a pu leur paraître du coup assez pauvre puisque finalement, elle ne détaillait pas ses propositions. Quand elle le faisait, elle était mise face à ces contradictions. Emmanuel Macron avait un peu plus de temps, finalement, utilisait davantage son temps pour davantage exposer ses propositions. Après, il faut voir aussi s'il arrivera à avoir convaincu sur ce sujet, puisque ça reste quand même sa faiblesse. Il y a une grande partie de ses électeurs même qui votent pour lui par défaut ou pour faire barrage au Front National. Tout l'enjeu pour lui, c'est d'arriver vraiment à convaincre sur ses propositions pour générer davantage un vote d'adhésion. Ça sera effectivement un des enjeux, et notamment de son discours, peut-être ce soir à Albi. Laurent Bouvet, comment ne pas apparaître comme un président par défaut? Ça, c'est l'enjeu en cas de victoire d'Emmanuel Macron dimanche. Alors, c'est effectivement très difficile. Il est dans une situation où c'est très paradoxal ce qui est en train d'arriver dans la vie politique française avec la victoire d'Emmanuel Macron qu'on attend pour dimanche, sauf accident majeur d'ici là, bon, on ne sait jamais, mais enfin, là, le retard de Marine Le Pen est tel qu'on ne risque pas grand-chose à prédire cette issue. Il a réussi un coup extraordinaire dans la vie politique française, comme on n'en avait pas vu depuis la Ve République, avec ce jeune homme dans un pays où il faut avoir été blanchi sous le harnais, avoir soit échoué plusieurs fois à la présidentielle, soit comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, première candidature, première victoire, mais après, bon, un parcours politique très riche des deux côtés. Donc là, il arrive, il n'a jamais été élu, il était inconnu il y a encore 3 ans, il déboule, il crée son mouvement ex nihilo, alors qu'il faut s'inscrire dans un mouvement, il faut avoir des militants, il faut avoir un parti, des finances. Lui, il crée ça comme ça, etc. Il élimine toutes les familles de la vie politique française, une à une. Alors, il bénéficie évidemment toujours en politique, c'est comme dans la guerre, hein, il y a de la chance qui intervient évidemment. Il a de la chance, mais il passe entre les gouttes son chemin, il arrive, il est là. Mais évidemment, c'est ça le paradoxe, il est certainement celui qui va arriver comme président de la République le moins bien élu du point de vue, non pas de son score, mais du point de vue de l'adhésion à son projet. Ça va être un président, non pas, on ne peut pas dire que c'est un président par défaut, parce que la Ve République ne nous dit pas ce qu'il y a dans l'intention qu'il y a dans chaque bulletin de vote au nom d'Emmanuel Macron. Mais il y aura évidemment un défaut parce que beaucoup de gens, ça a très bien été dit, ne vont pas voter pour son projet. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Comme on a vu que les 2 précédents présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y avait une adhésion
à la rupture sarkozyste, à sa triangulation sur le travail, on s'en souvient, sur la nation, etc. Il avait piqué, si je puis me permettre, des électeurs à la fois au Front National et un peu à la gauche, donc il y est arrivé comme ça. François Hollande, par rapport à Sarkozy, évidemment, contre Sarkozy, donc sur des projets forts, sur une adhésion, sur quelque chose qui était voulu par la droite, par la gauche. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Est-ce que ça ne lui permettra pas de mieux réussir son quinquennat que deux présidents élus avec un fort taux d'adhésion? Ça va être l'expérience que nous allons vivre en direct en France dans les 5 années qui viennent. Il y aura un problème de légitimité, selon vous, Ziad Gebran. On voit aujourd'hui une tribune de François Ruffin dans Le Monde qui dit vous êtes déjà haï. C'est un président qui est déjà haï. En fait, il faut aussi mettre ça en perspective avec la campagne pour les législatives qui va commencer juste après l'élection présidentielle, juste après dimanche, et François Ruffin est candidat. Et on voit bien qu'à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon commencent déjà à prévoir de s'attribuer le rôle du premier opposant au futur président de la République. Mais je pense qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, Emmanuel Macron a toujours été malin pour désamorcer les pièges qu'on lui tendait, et à chaque fois qu'on l'attendait à un tournant de la vie politique, il a réussi justement à surprendre et à montrer qu'il était capable d'affronter une épreuve. Donc comme Laurent Bouvet le disait, peut-être qu'il réussira encore une fois à déjouer les pronostics. On parle aujourd'hui d'un Macron-bashing alors même qu'il n'est pas élu. On l'a vu avec la rotonde par exemple. Et d'autre part, je pense que les appels au vote utile qu'on a vus de part et d'autre de l'échiquier politique n'aident pas non plus Emmanuel Macron à fédérer, à porter l'adhésion. Le mot utile en plus signifierait qu'il y aurait des votes inutiles. Donc je pense que c'est l'expression en plus qu'on utilise dans les médias n'aide pas non plus Emmanuel Macron à construire sa légitimité en tant que futur président de la République éventuel. Nicolas Lebourg, est-ce qu'elle a joué cette carte de chef de l'opposition à venir hier, Marine Le Pen, selon vous? On est dans une situation délicate parce que c'est une élection à 8 tours. À la primaire de la droite, on nous avait dit que ce sera le président de la République. Résultat, rappelez-vous, les électeurs de gauche discutaient entre eux pour qui on vote, etc. Bon, c'était invraisemblable. Après, on a eu la primaire de la gauche, c'était particulier. Là, on est où on est. Et après, effectivement, on ne sait pas. Aujourd'hui, on a pour la première fois 2 candidats qui sont là, qui n'ont jamais été députés, eux, de leur vie, qui n'ont pas de groupe parlementaire. On est dans une situation totalement invraisemblable. L'élection sera finie qu'au mois de juin. À partir de là, en plus, on a une situation difficile. On dit Hollande est le président le plus impopulaire de la Ve République. Le président le plus impopulaire de la Ve République, avant, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y a un risque qui s'appelle Emmanuel Macron, le prochain. Il y a un vrai délitement des institutions, une vraie difficulté. Et dans cette situation totalement instable, on comprend qu'avec un Front National au second tour, il y a une responsabilité particulière pour le prochain président de la République qui devra faire baisser le Front National. Emmanuel Macron est-il la personnalité politique la plus à même justement de faire baisser le Front National pendant 5 ans? Ça, je ne sais. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que pour Marine Le Pen, pour ses électeurs, pour son parti, il est extrêmement important de dépasser le cap des 40%. De constituer, c'est-à-dire le double de ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002, d'être dans une position pour attaquer les législatives en ayant le réel espoir d'avoir un groupe parlementaire. Elle ne peut pas arriver au début de l'été en disant on avait 2 députés, in fine on en a 4 les gars. Parce qu'avec la pression depuis 5 ans, le storytelling qu'a fait Marine Le Pen et Florian Philippot en disant nous allons prendre le pouvoir, nous le voulons, nous l'aurons, il ne pourra pas y avoir une telle déception pour son parti sans secousse. Donc elle poussera au maximum pour être la chef de l'opposition, effectivement, parce que c'est son destin personnel qui se joue aussi. Bien sûr. Jérémy Magnon, on parlait de ce président qui risque peut-être d'être mal élu dimanche, ce sentiment de haine aussi à l'encontre d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça ressort sur les réseaux sociaux? Oui, clairement, mais dès le départ. Je serais tenté de dire qu'il a été haï dès le départ en tant que banquier et fils d'eux. Et en fait, on lui a reproché à la fois d'être très à droite et très à gauche, selon de quel point de vue on se positionnait. Donc quelque part, il n'y a pas d'effet déceptif pour le coup, puisqu'il est haï dès le départ. Et à la limite, même ses militants, je le disais sur un autre plateau il y a un petit moment, ne le pousse pas avec autant d'enthousiasme qu'un militant pro-frontiste pousserait Marine Le Pen. Il y a une sorte de côté raisonnable. Beaucoup disent, finalement, heureusement qu'il est là, parce que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas créé son parti, on aurait probablement Marine Le Pen en tant que présidente. On va pas refaire l'histoire, mais c'est... en tout cas, on voit difficilement qui aurait pris la place qu'il occupe, la place de l'homme neuf, celui auquel on est prêt à dire tiens, bon, celui-là, on l'a pas encore essayé. Alors, c'est peut-être le dernier recours avant l'extrême droite. Donc, quelque part, il y a un côté un peu désabusé déjà. C'est peut-être sa chance,
parce que voilà, il n'y aura pas d'effet déceptif. Il peut faire que mieux vu que tout le monde attend qu'il se plante par manque d'expérience. Ouais. C'est quelque chose qui se mesure également dans les intentions de vote, dans les sondages, justement ce sentiment qu'il pourrait être mal élu, que c'est un président par défaut. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, auprès de ses électeurs, il y a une partie qui nous disent qu'ils votent par défaut ou pour faire barrage au Front National. Mais effectivement, même dans ses traits d'image, on a vu que son image s'est dégradée par rapport à même ne serait-ce que quelques mois. Aujourd'hui, il paraît sympathique, mais les gens se questionnent sur l'étoffe. Est-ce qu'il a vraiment l'étoffe d'un président? Il n'a pas une très bonne image sur le fait d'être proche des gens, proche de leurs préoccupations. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre effectivement de difficultés. Et alors que François Hollande déjà n'avait eu qu'un état de grâce très limité, quelques mois dès la rentrée, c'était terminé. Là effectivement, on peut se dire qu'il n'est même pas élu, qu'il a déjà beaucoup de critiques. Faudra voir effectivement si du coup ça peut jouer plutôt en sa faveur parce qu'il créera moins de déception. Il aura quand même à sa charge de refédérer les Français, de recréer un élan, parce que au fil des enquêtes, on s'aperçoit qu'ils sont quand même extrêmement pessimistes. Quand on leur demande leur état d'esprit à l'égard de l'élection, ce sont des mots très forts qui ressortent, le pessimisme, la colère, même la révolte. Et c'est pas bon dans un pays. Il faut quand même qui refédère et qui recrée un petit peu d'élan positif. C'est d'ailleurs ce qu'il essaie de faire dans son discours, mais pour l'instant, il se heurte quand même à des difficultés, à des Français très, très pessimistes, très moroses. Et justement, Christelle Créaplé, dans cet entre-deux-tours, l'attitude des électeurs de la France insoumise aura été au centre de toutes les attentions. Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'il votera, mais refuse de dire pour qui, accusé notamment de faire le jeu du Front National. Flora Sauvage. Alors que les soutiens de la France insoumise ont choisi l'abstention et le vote blanc dimanche face à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas un vote antifasciste, ce n'est pas un vote anti-extrême droite. Ce que nous demande M. Macron, il l'a dit, il demande un vote d'adhésion. Vous comprenez? Non, nous n'adhérons pas à ce projet. Un positionnement qui contraste avec celui adopté en 2002. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon était catégorique. Il ne faut pas hésiter, alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Désormais, Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens ont pris leur distance avec le Front républicain, une position ambiguë qui leur attire le feu des critiques. On ne comprend pas quand on voit l'attitude de Marine Le Pen hier soir, il n'y a pas photo. Personne n'est pour le nini, personne ne met un signe égal, enfin je parle pour mes amis, et je dis si certains d'ailleurs m'avaient fait l'honneur ou avaient fait l'honneur de voter pour Jean-Luc Mélenchon et se poser la question de voter pour le Front National, je leur dis, par votre intermédiaire, ne votez pas Front National. En appelant à faire barrage contre Marine Le Pen, sans appeler à voter Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon espère maintenir la dynamique pour la bataille des législatives. La France insoumise compte présenter des candidats dans plus de 500 circonscriptions et les relations avec le Parti communiste sont tendues. Dans un communiqué, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon exige l'arrêt immédiat de l'utilisation de la photo du leader de la France insoumise par le PC. Laurent Bouvet, on voit bien la difficulté pour les électeurs. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui veut capitaliser sur son score quasiment 20% au premier tour, il refuse de soutenir ouvertement Emmanuel Macron. Ça pourrait l'affaiblir pour les législatives. Pourtant, c'est une stratégie risquée aussi. On le voit qu'il a été accusé de faire le jeu du Front National. Il est dans une position très difficile. Bon, d'abord, il y a eu une grande déception parce que ça s'est quand même joué à pas grand-chose. Tout ça avec François Fillon, puis avec Marine Le Pen. On est dans des écarts très faibles. Donc il y avait vraiment il y a eu une telle dynamique de la campagne de Mélenchon dans les 15 derniers jours qu'il pensait vraiment pouvoir être au second tour. Il a pris une position que j'appellerais de précaution, comme un principe de précaution, pour garder le plus uni possible cette France insoumise qui n'est pas un parti, qui est un mouvement. On a des mouvements, c'est très intéressant. Alors, on ne va pas faire l'émission là-dessus, mais du point de vue de l'évolution des partis politiques, de la manière dont s'organise la vie politique. Donc, c'est un mouvement dans lequel il y a un parti très structuré, le Parti communiste, qui a immédiatement pris une position en faveur du vote Macron dès le soir du premier tour, on s'en souvient. Les relations Mélenchon-Parti communiste sont très difficiles. On se rappelle qu'il a été candidat sans demander son avis au Parti communiste. Il a pris de vitesse le Parti communiste pour ne pas avoir à subir ce qu'il avait subi en 2012.
Donc il a un parti et puis il a des adhérents directs, on aurait dit à une autre époque, il a des petits groupuscules, il a des gens qui sont très très à gauche, qui ne veulent pas du pouvoir, il a beaucoup de choses, c'est la France insoumise, et le référendum, entre guillemets, qui a eu lieu, la votation citoyenne pour décider quelle sera l'attitude, la consultation a bien montré qu'il y avait une diversité très grande, et donc lui, son but, c'est d'essayer de préserver au maximum les options. Alors évidemment, les législatives vont être très difficiles. Parce qu'avec une telle diversité, on va avoir certainement des effets de candidature. On voit déjà que le Parti communiste prépare ses législatives qui risquent d'être une deuxième déception. Donc là, je reviens sur mon propos du début. Pour tous ces militants, notamment des jeunes, qu'il a su séduire. C'est la première fois qu'à nouveau, on l'a vu un petit peu à En Marche, il y a aussi des jeunes. C'est pas les mêmes, évidemment. Il y en a au Front National, bien sûr, traditionnellement. C'est 3 types de jeunes très différents. Mais il a su séduire des jeunes. Il a su ramener des catégories populaires qui ne votaient plus à gauche depuis un moment. Donc, simplement, il risque d'y avoir une deuxième déception parce que ça va être très très difficile pour les candidats étiquette France Insoumise d'être élus députés, etc. Donc on va avoir là quelque chose qui pourrait s'effriter dans le temps parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon dans une présidentielle a été le ciment. Un ciment très puissant grâce à son talent, grâce à sa qualité de candidat qui ne sera pas présent dans toutes les circonscriptions. Donc là, ça va être, je pense, très difficile pour la France Insoumise dans les semaines qui viennent. Ouais, Nicolas Lebourg, est-ce qu'il y a encore des électeurs de la France Insoumise qui pourraient se diriger vers Marine Le Pen au second tour? Alors c'est très intéressant parce que selon les données de l'IFOP, je n'ai pas vu ceux de votre institut, vous me pardonnez, ceux de l'IFOP dont je me souviens, du lendemain du premier tour à hier, on est passé de 20 points d'intention à 13 points, une baisse de 7 points. Macron restant stable à peu près autour de 50, c'est 7 points partant vers l'abstention et vers le vote blanc. Et alors, chose encore plus passionnante, quand on regarde les catégories d'âge, ce sont les gens qui vont voter blanc ou qui s'abstiennent, ceux qui refusent donc de choisir entre M. Macron et Mme Le Pen, ce sont des gens qui étaient électeurs en 2002. Ce sont des gens qui ont fait le Front républicain en 2002, sans doute, qui ont pu voter pour Jacques Chirac et qui ont peut-être pu se dire ensuite mon Dieu, tout ça pour ça, est-ce que c'était vraiment utile, etc. Il y a des vraies questions qui se posent là dans le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Il heurte, on le voit bien, ça heurte le plus les gens qui ont le plus une culture de gauche classique. Mais en même temps, toute sa campagne a été basée sur le principe de rompre avec la culture de gauche classique. On range l'International, on range le drapeau rouge, on rentre un certain nombre de référents et on essaye de construire quelque chose d'autre. Donc c'est assez intéressant, mais en tous les cas, voilà, le vote des mélenchonistes pour Mme Le Pen, selon les données de l'IFOP, il a baissé de 7 points. Oui, mais nous, on a des données assez similaires. On a effectivement un peu moins de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se reportent quand même sur Emmanuel Macron, qui se distinguent en cela donc très clairement des personnes qui ont voté dans le cadre de la consultation des Insoumis. On a un gros tiers un peu plus qui va vers l'abstention. Et nous, on en avait encore 18% avant, c'est une mesure qui date d'avant le débat, qui se portait sur Marine Le Pen. Elle leur a tendu la main, Marine Le Pen, hier, notamment en parlant de la loi travail. On l'écoute. Vous essayez de faire oublier que vous avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la responsabilité. Cet hommage implicite que non, vous mais demandez. je note que vous refusez, encore une fois, cette responsabilité. Donc les mesures que vous préconisez aujourd'hui, c'est bon, on les a vues. Si vous nous dites on va faire ça en pire, eh bien moi je dis qu'il faut évidemment radicalement tourner le dos à cette politique-là et il faut enfin faire une politique de protection, encore une fois, des emplois et de développement des TPE, PME, parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays. Les TPE, PME, qu'est-ce qu'elles demandent? Vous avez été voir les chefs d'entreprise. Ils veulent quoi? Plus de visibilité. Ils veulent pouvoir qu'ils soient TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas du tout les grands groupes qu'ils demandent. Les grands groupes, ils gèrent très bien la complexité. Ils s'en fichent complètement. Mais toutes ces entreprises, de l'entreprise d'un salarié jusqu'à 500, elles veulent quoi? Elles veulent plus d'adaptation à leur réalité économique. Une entreprise qui est dans le BTP, qui a 2 salariés, elle n'a pas le même quotidien qu'une start-up du numérique ou qu'une entreprise qui a 500 salariés dans l'automobile. Ça n'est pas la même réalité. Et donc, il faut leur laisser la possibilité de négocier pour certaines un accord majoritaire d'entreprise. Les grands groupes seuls le peuvent aujourd'hui dans certaines circonstances et ont sauvé des emplois.
Ziad Gebran, on voit clairement dans la description de Marine Le Pen qu'elle présente Emmanuel Macron comme le candidat de la casse sociale, de la brutalité sociale, de la précarisation. Là aussi, c'est un message aux électeurs de la France insoumise, selon vous? Ah oui, complètement. Elle sait très bien que c'est une des choses qu'on reproche justement à Emmanuel Macron, d'être ce tenant de cette politique que François Hollande a menée dans les 2 dernières années de son quinquennat, plutôt social-libéral. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, on a vu un extrait, je ne sais plus où, Jean-Luc Mélenchon disait que pour que les insoumis puissent voter pour Emmanuel Macron, il fallait qu'il revienne sur sa proposition d'une loi travail bis, ce que justement Emmanuel Macron à chaque fois refuse de faire. Il refuse de rentrer dans le jeu du système de négociation avec des appareils politiques sur des accords de gouvernement. Et Marine Le Pen essaie justement aussi de l'entraîner là-dedans en essayant de voir de le pousser dans ses retranchements et voir s'il peut reculer sur ces propositions-là. Et on voit qu'il refuse de jouer à ce jeu. Moi, juste de manière provocatrice, par rapport au report de voix que les insoumis pourraient apporter à Marine Le Pen, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas donné le choix justement dans la consultation entre les différents choix. Qui n'était pas dans exactement. le choix. Ouais. Le Pen n'était pas dans les 3 choix qui étaient proposés aux insoumis dans la consultation. Jérémy Mani, sur cette question de ces réservoirs de voix qu'on constituent les électeurs de la France insoumise, on voyait aussi sur les réseaux sociaux se mettre en place une sorte de hashtag ni Le Pen, ni Macron, un mouvement relayé par les étudiants ou les lycéens qui ont été effectivement, dans la rue d'un peu quelques jours. partout. C'est venu d'un peu partout. Macron. Alors, nous, on n'a pas de chiffres à donner. Par contre, on a les verbatims, les commentaires qui viennent expliquer pourquoi je passe de l'un, je bascule de l'un à l'autre. Et c'est vrai que cette frange-là de militants qui déçus, qui venaient de Mélenchon et qui étaient prêts à voter Front National, d'ailleurs qui au départ étaient probablement Front National, qui ont finalement changé d'avis pour voter au premier tour Mélenchon, puis qui reviennent à leurs premières amours, ils expliquent pourquoi le doute commence à s'insinuer. Et alors, ça fait que moins de 24 heures que le débat est passé, mais on est passé d'un débat sur les valeurs de ni nationalisme ni libéralisme à un débat sur la compétence. Et c'est pas pareil. Je pense que ça changera et ça fera changer les idées d'un certain nombre de gens qui étaient pro-Front National sans adhérer sur les valeurs, parce que autant les valeurs, ils les mettaient dos à dos, autant la compétence, c'est plus difficile de soutenir qu'on va aller voter pour quelqu'un qui, visiblement, selon beaucoup de gens, n'est pas apparu comme compétente maîtrisant ses dossiers. On rappelle la somme de dossiers, on rappelle les 20 erreurs en 1 heure qui ont été faites. Tout ça, ils l'entendent et ça les rend plus difficiles. Donc, à chaque fois, c'est « je voterai avec le bout des doigts », peut-être les pinces ou les gants, comme disait Mélenchon en 2002. Mais ils expliquent que c'est à cause de ça, notamment de ce manque de compétences perçues désormais et du fait qu'on ne parle plus que de ça depuis moins de 24 heures, qu'ils risquent finalement soit de s'abstenir, soit éventuellement de voter Macron, mais en tout cas de retirer leur vote à Marine Le Pen. François Hollande a d'ailleurs déclaré que l'ignorance de Marine Le Pen sur l'euro ne lui permet pas d'être présidente de la République. Le débat a révélé le projet non seulement incohérent mais dangereux de Marine Le Pen. Vous avez pu aussi mesurer peut-être dans les intentions de vote le caractère présidentiable de chaque candidat à l'issue de ce débat, Christelle Crablet. Alors on ne l'a pas fait à l'issue du débat, on l'avait fait avant. Effectivement, on a globalement des personnalités politiques qui ont des mauvaises images auprès des Français. Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'échappe pas forcément à cette généralisation. Effectivement, on n'avait qu'une minorité de Français qui considéraient qu'Emmanuel Macron avait l'étoffe d'un président. C'était quand même davantage que la proportion de personnes qui pensaient la même chose pour Marine Le Pen. Donc sur ce point, il avait quand même déjà un avantage, à voir si celui-ci va se renforcer à l'issue de ce débat. En revanche, il avait quand même un certain déficit sur la notion de proximité, de comprendre les préoccupations des Français, où là, Marine Le Pen, même si elle n'était pas majoritaire, avait des scores meilleurs qu'Emmanuel Macron. Donc on voit que pour lui, il y a une question de stature qu'il va devoir développer, mais il a un peu plus d'atouts pour le moment sur ce sujet. C'est surtout en termes de proximité avec notamment les classes plus populaires qu'il va devoir travailler, parce que pour l'instant, il a clairement un déficit d'image dans ce domaine-là. On va faire un autre sondage. Je fais une petite parenthèse rapide, mais après le soutien quand même très appuyé de Barack Obama, qui n'est pas passé inaperçu, qui a un soutien avec beaucoup de connivence, qui a duré longtemps, dit j'ai appelé Monsieur Macron, finit par dire En Marche en français. Vive la France. C'est un appui fort, donc on verra si ça rehausse sa stature. Autant le soutien d'Angela Merkel pouvait faire le jeu de Marine Le Pen, parce que ça montrait la connivence franco-allemande qu'elle dénonce, autant celui de Barack Obama est un poids lourd qui donne un costume un peu plus épais
à Emmanuel Macron dans sa possible stature présidentielle. Laurent Bouvet, on parlait de ce sentiment d'une candidate à l'écoute qui comprend les Français. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle a choisi de terminer ses meetings par la Somme. C'est une campagne sur la France des oubliés, sur cette stratégie du Front National. Est-ce qu'elle aura quand même porté ses fruits, puisque Marine Le Pen est quand même au second tour d'une élection présidentielle? Nicolas Lebourg, pardon. Ah, pardon, ouais. Oui, vous le regardiez, vous posez la question, on se demande. Allez-y, Nicolas Lebourg. Alors, la Somme, il y a quelque chose qui est amusant sur la Somme qu'on peut rappeler 2 secondes. En 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un des signes avant-coureurs que Lionel Jospin va être éliminé après coup, évidemment, quand on regarde les choses après coup, c'est l'affaire des inondations de la Somme, avec une folle rumeur qui fait que M. Jospin est pris à partie par des gens. On dit s'il y a eu des inondations, c'est parce qu'en fait, c'est des eaux que vous avez enlevées de Paris, que vous avez envoyées vers la Somme, de manière à ce que les Parisiens restent au sec. Et ça veut dire beaucoup de choses, cette manière dont on nuit au territoire hors Paris pour laisser Paris au sec. Et ça veut dire beaucoup de choses sur les tensions qu'il y a dans ce pays, qui nous expliquait le 21 avril en 2002, qui nous explique la présence de Mme Le Pen là. Et lui, lui était allé voir les inondés de la Somme. Il était dans son impair et avec ses bottes sur les planches. Et il y avait une dame, une pauvre dame, je me rappelle de cette image devant sa maison inondée, qui avait de l'eau jusque-là. Elle avait des cuissardes. Elle était comme ça, il était en surplomb. Et puis la dame lui disait exactement ça. Vous nous avez noyés pour sauver Paris. Ce qui est, du point de vue hydraulique, n'est pas possible. Mais peu importe. Et Lionel Jospin, en bon rationaliste, lui disait... Mais madame, ce que vous dites, c'est impossible, ne dites pas de bêtises. La dame était avec de l'eau jusque-là, lui, Premier ministre au sec d'en haut, lui disait, mais madame... Voilà. Donc là, c'était une des images de Lionel Jospin absolument terrible dans cette campagne ratée de 2002. Mais alors, après, par-dessus, ce qu'il faut bien voir, ce qu'essaye de jouer Marine Le Pen, c'est un jeu qui date depuis le début des années 90, depuis après la chute du mur du Berlin, où au Front National, il y a cette idée on va faire exploser le clivage droite-gauche en imposant un clivage, les patriotes contre les mondialistes. Alors, vous comprenez bien l'intérêt. Si on dit qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche, comme une partie de la presse le fait depuis 15 jours en disant c'est la France du non, la France du oui, en reprenant les éléments de langage de Marine Le Pen, ça veut dire qu'il n'y a plus d'extrême droite. Et c'est très important pour le Front National d'en finir avec cette étiquette d'extrême droite. C'est pour ça qu'ils appuient autant. Le rêve du Front National, c'est de réussir effectivement à fédérer la France du non, tant les nationalistes que les anti-libéraux de gauche, etc., en pouvant transformer ce qui est une sociologie électorale. Effectivement, on a vu que sur le vote Macron-Le Pen, il y a des différences selon l'habitat, selon le diplôme, etc. Mais transformer ce qui est une sociologie et une géographie en disant non, c'est pas de la sociologie, c'est pas de la géographie, c'est de l'idéologie. Et cette idéologie-là, c'est celle qui peut nous permettre d'aller au pouvoir. Mais c'est peut-être une stratégie géniale. Le seul problème, c'est qu'elle date d'il y a 30 ans. Donc manifestement, elle n'est pas facile à appliquer. Ouais. Pourtant, si on suit votre théorie, Emmanuel Macron était le candidat idéal à affronter pour Marine Le Pen, le mondialiste face à la souverainiste, le patriote Ziad Gebran. Oui, c'est vrai que la posture d'Emmanuel Macron, qui se dit aussi anti-système et qui a essayé d'installer un autre clivage entre progressistes et conservateurs, pensant, je pense, que François Fillon serait plutôt son adversaire. C'est vrai que la posture d'Emmanuel Macron était une cible un peu facile pour Marine Le Pen. Mais je pense qu'elle a aussi beaucoup péché par son impréparation, par sa non-maîtrise des dossiers, par son attitude aussi très agressive, qui a justement cassé un petit peu la pertinence de son attaque par rapport aux mondialistes. Donc je pense que le fond, effectivement, elle aurait pu jouer sur ce terrain-là, mais la forme, et on voit qu'elle a fait une très mauvaise campagne de premier tour, et il y a un frémissement entre les deux tours avec Whirlpool, etc. Mais elle a fait une très mauvaise campagne présidentielle malgré toute attente, et effectivement, je pense que la forme a complètement miné le fond. Ouais. Et sur cette campagne d'entre-deux tours, puisqu'Emmanuel Macron avait eu une campagne, un début raté, hein, ça commence par la séquence rotonde, on voit après il y a des atermoiements au niveau de son entourage, hein, et puis jusqu'à la séquence ça a eu du mal à démarrer, et en fait, Marine Le Pen lui a fourni l'étincelle du démarrage, parce que ce qui était prévu à Whirlpool de sa discussion avec l'intersyndicale, le fait qu'elle aille de manière totalement impromptue faire un happening sur le parking de Whirlpool en faisant des selfies, etc., fait que Emmanuel Macron sort de sa réunion avec l'intersyndicale perdant de la séquence, parce que lui était enfermé. Marine Le Pen lui dit oui, il va manger comme ça dans son coin, il était à la rotonde, bon, c'était pas terrible. Et là, il va au contact, il se fait huer, il rentre dans l'entreprise, et là, il reste, il discute, et quand il repart, je ne sais pas si vous avez remarqué, personne ne le hue. C'est-à-dire, et il dit quelque chose, ça ramène aussi à la campagne de 2002, à Lionel Jospin. L'État ne peut pas tout. Grande phrase terrible de Lionel Jospin. Simplement, Lionel Jospin, en 2002, quand il dit « l'État ne peut pas tout »,
ça s'arrête là. Et tout le monde se dit, mais c'est quoi la gauche? Qu'est-ce qu'il fait? Vous ouvriez de l'usine Lu. Et il ne l'explique pas. Ce que fait Emmanuel Macron aux ouvriers de Whirlpool, il leur dit, l'État ne peut pas tout. Je ne peux pas vous promettre des choses que je ne pourrais pas tenir. Il fait aussi du contre Sarkozy à Yange et du contre Hollande sur la camionnette à Florange pour ne pas avoir dans un an, quand Whirlpool va fermer, les mêmes problèmes. Mais il explique pourquoi l'État ne peut pas tout. Il est le pédagogue, il est celui qui vient expliquer face à des gens qui n'en peuvent plus, qui vont perdre leur boulot, voilà ce qu'on peut faire, mais moi je ne peux pas vous promettre ce que je ne pourrais pas faire. Et ça, là-dessus, il gagne en compétences, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde se dit, bon, on l'aime peut-être pas, c'est peut-être pas, on va voter quand même Le Pen parce que bon, tout ça. Mais enfin, quand même, le type vient là et dit, voilà ce que je peux faire. Le pédagogue face à la démagogue, ça c'est un clivage, une opposition très clivée, quelque chose qui ressort aussi dans les sondages. Alors dans les sondages, c'est plus difficile à mesurer, effectivement. Mais effectivement, on a remarqué qu'Emmanuel Macron insistait beaucoup sur ces éléments-là, refusait de faire des promesses qui après allaient l'engager, surtout si la réalité faisait qu'il ne pourrait pas les tenir. Ça, c'est un discours qui peut effectivement porter, qui est quand même à double tranchant, parce que pour l'instant, et forcément, les gens ont aussi envie d'être séduits et c'est moins facile à entendre que d'autres discours. Il a 60% face à une candidate qui est à 40. Il serait à 52-48. C'est ça, ça serait toujours compliqué à faire, évidemment. Ça. Et puis le pendant négatif, c'est que il manque aussi une mesure forte qu'on retient de manière très, comme l'avaient été les heures supplémentaires en 2007. Et du coup, à force d'avoir un discours très rationnel, du coup, forcément, il n'a pas cette mesure un peu symbolique. Il cherche pas. Mais c'est vrai que du coup, dans l'opinion, il a plus de mal. Oui, mais ces militants le disent, il faut aller surtout pas faire d'erreur. Il ne faut pas essayer de chercher quelque chose qui donnerait le bâton pour se faire battre au cas où la mesure soit exactement. Soit et c'est pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur son quinquennat, quelqu'un qui arrive, qui ne fait pas rêver, qui n'est pas dans la rupture, qui n'est pas dans l'espoir, peut-être que finalement ça va être positif pour lui, parce que le jour où ça va mal, où Whirlpool ferme, personne va lui reprocher d'avoir menti, d'avoir dit n'importe quoi. Donc il va pouvoir gérer les choses en apparaissant comme le type qui... le président, pardon, c'est un peu trivial, mais à ce moment-là, qui réussit quand même à faire changer les choses, qui réussit à trouver des solutions. Et là, apparaître comme quelqu'un, finalement, qui est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui aurait promis et ne tient pas. Jérémy Magny, on voit aussi qu'en cette fin de campagne, elle va se jouer sur le terrain judiciaire avec cette annonce faite hier par Marine Le Pen de compte offshore, une information très vite relayée sur les réseaux sociaux. Quel rôle ont-ils eu dans cette campagne, justement? Alors, les réseaux sociaux, je vais y revenir, mais ce point-ci, sur la fake news, sur les comptes offshore, c'était vu comme une catastrophe. Alors, on ne sait pas si c'est une fake news, en tous les cas, Emmanuel Macron porte plainte contre... On voit les sources viennent de sources relativement nauséabondes, ça passe par les États-Unis, la Russie, ça n'a pas l'air crédible du tout. Ça a déjà été... Probablement, mais en tout cas, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ça semble être la dernière chance, et j'ai l'impression que même dans son camp, on n'y croit pas. Donc, en tout cas, les militants qui s'expriment disent, bon, celui-là, on va essayer de le relayer, mais on ne sent pas l'enthousiasme pour aller pousser l'information sur les réseaux sociaux et essayer de faire changer l'opinion. Donc, c'était une cartouche mouillée. Donc, les réseaux sociaux, ça a joué. Je pense que ça a joué parce que, on l'a vu, hélas, le débat était très agressif, mais parce que toute la campagne était agressive, et notamment sur les réseaux sociaux, on s'est battu que à coups de punchline. Je pense que la force de Front National sur les réseaux sociaux, c'est qu'un, ils sont très organisés, et deux, les 140 caractères de Twitter, c'est parfait quand on est un peu démagogue. Parce que c'est facile de dire, il suffit de sortir de l'euro, on règle nos problèmes. Paf, ça tient en 140 caractères. Pour contredire cet argument-là, il en faut beaucoup plus que 140. C'est plus compliqué et ça demande un peu de pédagogie. Mais là, pour la première fois, Marine Le Pen n'avait pas face à elle un journaliste qui n'est pas censé faire le débat et donc qui lui sert la question et qui prend la réponse. Elle avait un contradicteur qui a eu le temps, en 1 heure et quelques, de démonter chaque argument. Et on a vu que ça marchait. Donc c'était une erreur de ne pas essayer de rentrer plus dans son débat et d'essayer de reprendre à nouveau les mêmes punchlines qu'on avait tous déjà vus. Ziad Gebran, sur ce rôle des réseaux sociaux, notamment d'extrême droite, très puissant sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, est-ce qu'ils ont eu un rôle particulier dans cette campagne ? J'ai l'impression hier ils ont eu un rôle de défouloir, parce que je pense que beaucoup de gens étaient frustrés de la qualité du débat et puis du fait qu'il y avait une cacophonie sur le plateau. Donc je pense qu'il y a déjà eu un rôle de défouloir pour tous les gens qui s'intéressent à la politique et qui ont été très déçus. Mais au-delà du débat, dans cette campagne. Et après, effectivement, au-delà de cette campagne, ça a permis justement de véhiculer à la fois des fake news, mais aussi des vrais arguments avec des vraies stratégies de riposte qui ont été mises en place par les différents mouvements ou partis. Donc je pense que les réseaux sociaux, déjà depuis 2008 aux États-Unis avec Barack Obama, 2012 avec la stratégie très
proactive de François Hollande sur les réseaux sociaux. Cette année, je pense qu'on a vu toute l'ampleur. On se rappelle aussi, c'est pas vraiment un réseau social, mais la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, qui a été après répliquée par Florent Philippot avec beaucoup moins de succès. Mais en tout cas, ça a permis justement de s'affranchir des médias. Si on n'était pas invité sur les plateaux télé, ça permettait justement de créer un canal direct entre les militants, les sympathisants et les hommes politiques. Juste par rapport à la fake news, on se rappelle aussi que cette fake news avait déjà circulé une semaine avant le premier tour et avait déjà été démentie. On disait que le canard allait sortir le mercredi avant le premier tour. Nicolas Lebourg, sur l'aspect réseaux sociaux notamment, et ce qu'on appelle parfois la fachosphère. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, la chaîne de Jean-Luc Mélenchon a très bien fonctionné, mais en même temps, ces meetings, et là, les meetings, on pourrait dire c'est la politique comme il y a des décennies, ont été absolument extraordinaires en influence, et pas que pour lui, pour Emmanuel Macron. Avec aussi le principe des hologrammes, c'était quand même nouveau et ça parlait quand même aux jeunes. Extrêmement fort, ça a renouvelé les choses, ça a été une campagne assez vivante. Alors après, c'est vrai que les fake news, c'est devenu vraiment quelque chose de permanent. J'ai vu l'autre jour l'un des journalistes des décodeurs, et je conseille à vos téléspectateurs d'utiliser les décodeurs du Monde pour détecter les fake news, qui en montrait une. La fake news, c'était Emmanuel Macron a choisi Manuel Valls comme Premier ministre. Évidemment, l'idée, vous démobilisez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au maximum en agitant pour eux le drapeau absolu. Donc ça nourrit effectivement le débat et on voit bien qu'au-delà, l'idée au départ de ce qu'on appelle souvent la fachosphère, qui préfère évidemment elle-même s'appeler la réinfosphère, ça c'est de bonne guerre, l'idée c'est de remplacer les médias. L'idée, c'est de détruire la réputation des médias de manière systématique. C'est pas d'être un complément d'information, c'est de les remplacer, c'est de les tuer. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, là, en termes de bataille culturelle, est quelque chose de bien pensé, de bien construit. Il y a en France des gens comme Jean-Yves Le Gallou, qui est un intellectuel d'extrême droite, qui est engagé en politique depuis très longtemps, qui est un homme qui a des idées assez radicales, mais qui est un homme qui a un certain niveau intellectuel, qui a une capacité à penser des stratégies. Et lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur cette idée-là, sur la construction de ce qu'il appelle donc lui la réinfosphère. Et je crois que ça a quand même un vrai effet aujourd'hui dans le débat public. Jérémy Mani, ils ont gagné cette bataille culturelle et ainsi de suite. Oui, c'est vrai, parce qu'il suffit de regarder tous les articles de la presse, notamment en ligne, qui disent que c'est Emmanuel Macron qui a gagné cette élection. Vous allez voir que systématiquement, le média va se faire attaquer. Encore un journaliste pro-Macron, encore un média pro-Macron. C'est normal que vous pensiez que, alors même... Donc puis, les médias se font attaquer. Des patrons qui sont les amis de Macron, qui tiennent les groupes de presse. Il a été cité par Marine Le Pen hier soir, évidemment, Drahi, BFM, etc. Donc on voit bien qu'il y a les modérateurs, derrière cette idée du capitalisme, des banquiers, etc. Tout ce boucle, c'est très bien fait, effectivement, du point de vue de la guerre idéologique. Oui, et il joue aussi sur la défiance grandissante des Français qu'on mesure là dans les enquêtes à l'égard des médias traditionnels, des journalistes. Et du coup, il s'appuie sur une défiance aussi forte dans l'opinion sur ce sujet. Alors, on a parlé du casse-tête des mélenchonistes. Les conséquences sont aussi tangibles pour le parti Les Républicains, car vous allez le voir, les stratégies divergent sur l'attitude à adopter pour le second tour. Soutenir ou pas Emmanuel Macron, le débat fragilise une droite déjà affaiblie par la défaite de François Fillon. Mounir Soussi. Au soir de sa défaite, sans hésiter, François Fillon appelle à voter pour Emmanuel Macron. Une résolution qui tranche avec les atermoiements qui ont agité son parti dans les jours suivants. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen. LR n'appelle pas formellement à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite, une posture qui fissure l'unité de la famille. Des personnalités comme Bruno Le Maire, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Christian Estrosi, François Baroin et même Nicolas Sarkozy annoncent qu'ils voteront Macron sans état d'âme, et ils ne sont pas les seuls. Je voterai Macron par défaut, totalement par défaut. Il n'y a pas de campagne pour Macron, il n'y a pas de soutien à Macron, il n'y a pas d'alliance avec Macron. Ils sont combien candidats? Il n'y en a que 2. Si vous dites faire battre le Front National, ça revient quand même bien à dire que c'est Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour une frange du parti, cette stratégie est suicidaire en vue des législatives. Au nom de la cohérence, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Georges Fenech, Nadine Morano et Pierre Lelouch refusent de demander aux électeurs de droite de voter Macron. Et le combat, c'est Macron. C'est pas aujourd'hui qu'il va falloir tracter pour Macron jusqu'au 7 mai, c'est pas possible. Je peux pas voter pour M. Macron. J'ai des désaccords absolument fondamentaux avec lui sur un certain nombre de sujets majeurs. Pierre Lelouch a depuis claqué la porte de son parti et quitté la vie politique. Mais dans l'hypothèse d'une victoire d'Emmanuel Macron, une partie des Républicains ne ferme aucune porte. François Baroin se prépare à Matignon en cas de cohabitation. Bruno Le Maire se dit prêt à travailler avec lui et les juppéistes n'insultent pas l'avenir.
Nous ne pourrons pas ignorer le résultat de la présidentielle et nous opposer surtout. Ce serait destructeur au moment où la France a besoin de réformes. Le ton du débat d'entre-deux tours a conforté les partisans du vote Macron à droite. Sur Twitter, Gérald Darmanin a réagi. Comment peut-on encore proposer le vote blanc ou l'abstention après avoir vu cela ? Et Alain Juppé lance un dernier appel. Maintenant, il va falloir voter. Je le répète avec solennité, s'abstenir ou voter blanc, c'est faire le jeu du FN. Un message adressé à tous les électeurs et surtout à ses partenaires LR qui refusent toujours d'assumer un vote pour le candidat face à Marine Le Pen. Christelle Craplet, que disent les reports de voix, les intentions de vote chez les électeurs fillonistes? Vont-ils se prononcer pour une abstention, un vote blanc ou pour un vote Macron ou Marine Le Pen? Alors dans notre dernière mesure, on a presque la moitié des électeurs de François Fillon, 46% qui nous disent qu'ils vont voter Emmanuel Macron, donc qui se reportent largement, enfin majoritairement sur lui. On a quand même 31%, donc presque un tiers, qui disent au contraire qu'ils vont voter pour Marine Le Pen, donc ce qui traduit quand même les divisions au sein de cet électorat et l'attirance pour une partie de ces électeurs pour Marine Le Pen. Et puis on a 23%, donc un quart, qui va vers le vote blanc ou vers l'abstention et qui refuse de choisir. Donc même si on a une petite majorité vers Emmanuel Macron, on voit bien quand même les divisions qui s'expriment aussi chez les électeurs de François Fillon. Ouais. Même on parlait des difficultés de Jean-Luc Mélenchon, ce sont quasiment les mêmes qui frappent le parti Les Républicains, Laurent Bouvet. Mais on voit que cette élection a bouleversé, a fait turbuler, c'était l'expression utilisée par Jean-Pierre Chevènement en 2002, le système politique français. Tous les partis sont touchés. On parlait tout à l'heure de la difficulté que risque d'avoir Marine Le Pen si le score n'est pas celui espéré. Bon, le Parti socialiste a été quasiment éliminé au premier tour. On voit que, on a parlé de Mélenchon, on voit les Républicains. La question chez les Républicains va être... je dirais, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est presque encore plus grave que pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Pourquoi les Républicains? Parce qu'ils avaient élection gagnée. Rappelons-nous, 6 mois en arrière, bon, l'élection imperdable. Ils perdent l'élection imperdable. Avec, bon, le candidat Fillon, tout le monde sait ce qui lui est arrivé, pourquoi, etc. Ils ont gagné pendant 5 ans, pendant tout le quinquennat, toutes les élections intermédiaires. Ils ont remplacé la France qui était devenue pendant 10 ans une France plutôt avec des élus de gauche, socialistes, des majorités, etc., partout dans les villes, dans les régions, etc. Et normalement, les législatives qui arrivent sont un couronnement, car une circonscription législative, qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes, ce sont des cantons, ça c'est dans une région. Et évidemment, quand vous avez des élus, quand vous avez un maillage, quand vous avez des gens pour faire campagne, etc., un parti avec beaucoup d'élus, de l'argent qui va avec, etc., vous avez de bonnes chances de gagner les élections législatives. Là, ils sont dans une grande difficulté. L'offensive Macron les divise profondément. Certains pensent, ça n'a pas été cité dans votre sujet, mais éventuellement à se déclarer dès après la présidentielle pour rejoindre ce qui serait peut-être la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Débat entre coalition, cohabitation. Il va y avoir une grande difficulté, alors qu'il devait être le parti de l'alternance après François Hollande, que tout convergeait vers cela. Donc ils sont dans un moment historique où on peut avoir, comme il y a une division de la gauche, il risque d'y avoir une division du Parti socialiste, il pourrait y avoir une division de la droite et du parti qui a été créé depuis le début des années 2000, depuis l'UMP, pour réunir l'ensemble des familles de droite. Ouais. Nicolas Lebourg, on n'a pas parlé non plus du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen. Ce sera son Premier ministre en cas d'élection, c'est ce qu'elle a annoncé. Est-ce que ça participe aussi, ce ralliement, peut-être à la banalisation, la dédiabolisation, si elle existe, du Front National? Alors le Front National adore ça, ils appellent toujours ça des prises de guerre. Alors c'est la même expression que ce soit Franck Delapersonne ou Nicolas Dupont-Aignan, je suis désolé pour ce dernier. Alors ça a des qualités, c'est montré, vous voyez, nous ne sommes pas totalement isolés. Ça permet de vous ramener dans le bloc des droites. Il ne faut pas oublier que la stratégie ni droite ni gauche qu'avait inventé Samuel Maréchal, c'est pour théoriser l'isolement. À un moment où justement la droite ne veut plus du tout passer d'alliance avec le Front National, où en même temps la sociologie électorale montre qu'il y a eu beaucoup plus d'ouvriers et de chômeurs qui ont voté FN qu'avant, et que Samuel Maréchal a l'idée de théoriser cet isolement en disant c'est pas qu'on est tout seul, c'est qu'on est contre tous les autres, ni droite ni gauche. Là, la situation, voilà, ça permet de vous ramener dans le bloc des droites. Or, le Front National est dans le marché des droites. On l'avait constaté au municipal, on avait regardé ça avec le poétiste Joël Gombin. On voyait très bien, par exemple, sur un second tour, sur une ville à gauche, votre électorat FN, s'il voit que c'est prenable par la droite, il lâche le candidat FN au second tour, il vote à droite. Ce qu'il veut, c'est d'abord se débarrasser de la gauche. Le vote FN, il est au sein du marché des droites. Marine Le Pen a deux fantasmes, c'est dépasser donc
le marché des droites pour être ni droite ni gauche, parce que c'est la culture fondamentale de l'extrême droite française, et donc d'avoir des prises de guerre, qu'elle puisse dire, vous voyez bien, M. Martel, M. Philippot, M. Dupont-Aignan, ce sont des énarques, c'est bien donc la preuve que nous-mêmes, nous sommes des gens sérieux et que nous pouvons diriger le pays. Maintenant, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan, ça représente de folles masses en France? C'est quand même une autre question. Au premier tour. Ziad Gebran, avant de conclure ce débat, c'est vrai que ça a aussi peut-être fait tomber une digue, ce ralliement de Nicolas Dupont-Aignan. Ça a un impact sur l'image du Front National? Ah oui, complètement, puisqu'on a ces images en tête de samedi dernier où elle s'affiche justement dans un décor très solennel, où elle signe un accord de gouvernement, où elle parle pour la première fois d'avoir un Premier ministre. Donc elle se projette directement dans l'imaginaire des Français. On peut imaginer justement cette transposition de Marine Le Pen à l'Élysée, ce qui la présidentialise. Le débat d'hier et l'image qu'elle a pu donner, je pense, a cassé justement l'effet qu'elle a pu avoir pendant ces premiers jours de la campagne d'entre-deux tours. Et puis effectivement, je pense que certaines personnes à droite auraient pu être tentées à un moment de rejoindre l'aventure Front National parce qu'ils sont plus à l'aise aujourd'hui avec certaines idées du Front National par rapport à une droite plus modérée. Pas sûr, encore une fois, que le débat d'hier ait contribué à constituer cette image. On a un peu l'impression que Marine Le Pen a dilapidé son capital qu'elle avait acquis pendant ces quelques jours. Ouais. Même sentiment, Jérémy Mani. C'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, c'était avant le débat. Elle a perdu des points avec ce débat. Mais comment ça avait été perçu justement sur les réseaux sociaux, ce ralliement de Nicolas Dupont-Aignan? Prise de guerre, disait Nicolas Lebourg. À part les premiers jours, les premières journées surprises, il a plutôt été associé au reniement du programme, à ce bricolage du week-end qui a été évoqué par Emmanuel Macron, qui fait que d'un discours limpide sur l'euro, alors c'est peut-être pas applicable, mais limpide, on est passé à quelque chose que plus personne comprend, y compris les électeurs du Front National. Et ça, c'est la faute de M. Dupont-Aignan. En tout cas, ça lui attribue, puisque c'est lui qui probablement a voulu édulcorer le programme. Donc on va lui mettre sur le dos. Au final, ça ne sera pas un bon souvenir, je pense, pour les militants frontistes. Christelle Craplet. Ficher les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, même si on a une grande partie d'entre eux, 40% qui se reportaient sur Marine Le Pen, il y a quand même une partie d'entre eux qui a été aussi assez déconcertée par cette alliance et qui nous ont dit, par exemple, avoir désapprouvé l'attitude de Nicolas Dupont-Aignan. Donc ça a pu aussi heurter une partie de cet électorat qui ne va pas se mobiliser en masse pour Marine Le Pen, contrairement à ce qu'elle pouvait espérer. Laurent Bouvet. Quel institut, si c'était le vôtre ou non, mais j'avais vu qu'une grande partie des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan a décidé de voter Emmanuel Macron dans une forme d'incohérence qui est propre et qui n'est pas condamnable en soi. Simplement, Nicolas Dupont-Aignan a joué un rôle, comptait jouer un rôle important dans cette élection présidentielle, être candidat, réussir à avoir ses signatures, être candidat pour jouer un rôle. Il a joué un rôle important. Il a pris certainement des points à François Fillon. Peut-être même l'a-t-il empêché de se qualifier au détriment de Marine Le Pen au second tour. C'est difficile à évaluer, mais c'est une hypothèse. Et là, avec cette histoire de l'euro, il joue à nouveau un rôle où il est à nouveau un rôle d'empêcheur. Alors, certainement pas pour que Marine Le Pen gagne la présidentielle. C'est pas ça qui va lui faire perdre la présidentielle, mais où ça brise un petit peu son image, même si elle-même, avec le débat, a ajouté à cette confusion sur son image, sur ce qu'elle avait construit patiemment, sur la crédibilité, tout ce qu'on a dit plus tôt. Ouais. Nicolas Lebourg, pour terminer, en cas de défaite de Marine Le Pen dimanche, est-ce qu'elle pourra encore sauver sa tête? Il y aura beaucoup de conséquences, on imagine, au sein du Front National, avec toujours cette menace de la rupture. On se souvient notamment entre les maigretistes, avec deux courants qui s'opposent. Alors, deux choses. D'abord, l'élection n'est jamais jouée tant que le peuple souverain ne s'est pas exprimé. Ça, c'est dimanche soir, que les choses soient claires. C'est le peuple souverain qui tranche. Très rapidement. Mais maintenant, non, le parti n'explosera pas. Il n'y a pas de risque de scission. Marine Le Pen est une chef incontestée dans un parti où le président a tous les pouvoirs, distribue tous les postes et peut vous enlever tous vos privilèges du jour au lendemain, ce qui calme beaucoup de gens. La scission, qui plus est, reste un traumatisme. Oui. Eh bien, merci Nicolas Lebourg, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette édition d'ailleurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée et à dimanche pour une soirée spéciale sur les chaînes parlementaires à l'occasion de ce second tour de la présidentielle.